Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Yarnflakes. Moi c'est Audrey, je suis designeuse tricot et dans cette vidéo je vais vous révéler un de mes designs qui a été organisé en tant que cale mystère. Donc je fais d'habitude des podcasts où je parle un petit peu, je partage tout ce que je crée. Mais cette vidéo n'est pas un podcast puisque il y a 2 mois maintenant, je vous avais fait une vidéo un peu sur le même principe pour vous présenter le cale mystère Page of Wands, donc qui est un col en jacquard, un modèle que j'avais sorti sous forme de cale mystère, donc c'est-à-dire que vous tricotiez le patron sans l'avoir vu, sans savoir exactement à quoi il allait ressembler. Et chaque semaine, je vous ai révélé petit à petit une nouvelle partie du modèle. Et donc, nous avons fini le cale mystère. Et donc, le modèle est maintenant sorti. Je vais beaucoup dire et donc, je pense. Le modèle est sorti en entier. Officiellement, ça y est, le col Page of Wands est maintenant un design comme les autres, avec des photos de présentation qui vous montrent le design dans son entièreté. Donc si vous êtes en train de suivre un petit peu le cale sans en décalé, mais que vous ne voulez pas voir l'entièreté des indices, que vous voulez éviter de vous faire gâcher la surprise, cette vidéo n'est pas pour vous, puisque dans cette vidéo, je vais vous montrer le col dans son entièreté et vous présenter un à un les différents motifs qui le composent. Donc, le modèle est disponible sur mes boutiques Ravelry et Payhip et aussi sur le site de Lovecrafts, qui est une boutique de laine anglaise qui permet aussi de vendre des modèles. Donc si vous voulez avoir tous les renseignements écrits, tous les détails, toutes les informations nécessaires pour pouvoir tricoter le modèle, je vous mets les liens dans la description. Et dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un petit peu le principe de ce que j'avais fait dans le dernier ou l'avant-dernier épisode de podcast, c'est-à-dire que je vais reprendre les indices un par un et vous les présenter, vous expliquer les motifs qui ont été choisis avec des cartes de tarot, puisque donc, le col Page of Wands est un col en jacquard, qui est basé sur les cartes, les arcanes majeures du tarot. Donc chaque carte, il y a 22 cartes principales dans le tarot, chaque carte a son petit motif que j'ai dessiné pour interpréter cette carte. Et donc dans un épisode de podcast, je vous avais dévoilé le premier indice et je vous avais montré un petit peu des cartes de tarot qui correspondaient au motif et je vous avais un peu expliqué pourquoi j'avais choisi tel motif, et en même temps ça me permettait de vous montrer de jolies cartes de tarot, puisque c'est un de mes intérêts aussi. Et je pensais pas le faire pour tout le col, mais à la demande générale, j'ai choisi de faire une vidéo entière consacrée à cela. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer le col, je vais vous montrer chacun des 22 indices, chacun des 22 motifs qui ont composé les indices du cale. Et à chaque fois, je vais vous montrer 3 cartes de tarot qui correspondent à cet indice. Donc je vous montrerai les cartes de tarot, disons, originales, celles qui... le tarot classique, et 2 autres cartes qui viennent de ma collection, parce que j'en ai beaucoup. Donc j'ai pas pu tous les rentrer. Donc il y en a plus que ça, mais voilà, donc ça va être assez... ça peut être fastidieux si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, donc voilà. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Ça vous permettra de voir en détail chacun des motifs qui sont dans le col, donc comme ça vous pouvez décider si c'est un modèle qui vous intéresse maintenant qu'il est sorti de façon classique, disons. Voilà, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au tarot ou à l'illustration, à l'art en général, puisque c'est un petit peu ça qui me passionne dans le tarot, c'est
les dizaines et les dizaines de jeux de cartes faits par des indépendants, par des illustrateurs, des créateurs qui dessinent ou brodent ou gravent eux-mêmes leurs cartes. Voilà, donc ça va se présenter de cette façon, c'est-à-dire que je vais prendre les indices du CAL. Il y avait 6 indices en tout, 6 semaines de révélation du modèle, et à chaque fois je vais vous montrer la carte qui vient du tarot traditionnel et 2 autres cartes de ma collection personnelle. Alors au début je voulais choisir, c'est-à-dire que forcément dans certains jeux de tarot j'ai des cartes préférées, et donc je voulais faire en sorte de vous montrer parmi les cartes des arcanes majeures mes cartes préférées dans ces jeux-là, mais trop compliqué, et au final je me suis dit que c'était peut-être intéressant de le faire au hasard. Donc j'ai sélectionné sans me souvenir forcément de à quoi ressemblaient les cartes, j'ai sélectionné 2 jeux de tarot pour chaque indice, donc voilà. C'est un peu compliqué à expliquer, mais vous allez voir, ça va être très clair. Donc dans mon premier épisode, dans mon dernier épisode de podcast, je vous avais montré le premier indice, et donc j'essaie de le replier correctement. Donc le col Page of Wands, c'est un col à 3 couleurs qui se comporte, voilà, de ces bandes de motifs, et chaque bande représente une des cartes de l'arcane majeure du tarot. Donc je vous avais déjà fait la présentation du premier indice du col avec ces 2 jeux de tarot que je vous avais montré dans mon podcast. Donc ces 2 jeux de tarot que j'affectionne particulièrement, donc c'est le l'Ophidia Rosa et le Spacious Tarot. Je me suis dit que je n'allais pas reprendre ces 2 jeux puisque vous les avez déjà vus, mais que j'allais vous représenter le premier indice brièvement avec d'autres jeux de tarot. Donc dans le premier indice, nous avions la carte du fou, la carte du magicien et la carte de la grande prêtresse. Donc dans le tarot traditionnel, la carte du fou, c'est celle-ci. Donc c'est un nouveau départ, un lancement, un commencement d'un voyage, donc avec ces traditionnellement représenté par ce jeune homme qui part, avec ses montagnes en fond. Donc j'ai choisi de représenter les montagnes que vous voyez ici. Donc ce jeu de tarot, le jeu traditionnel, c'est le Rider-Waite-Smith. Moi j'ai l'édition centenaire, parce que je trouvais que c'était la plus jolie en termes de couleurs. Mais voilà. Et j'ai choisi de vous montrer 2 autres jeux de tarot pour ce premier indice. Le premier, il s'agit du The Embroidered Forest Tarot. Donc le tarot, c'est brillant, donc on voit rien. Le tarot de la forêt brodée. Et quand j'ai vu ce jeu de tarot, forcément, un jeu de tarot qui associe la broderie, je me suis dit que c'était un peu obligé de l'avoir. Mais donc il s'agit d'un jeu de tarot, et je vais vous montrer la carte du fou. Donc en fait, chaque motif sur chaque carte a été brodé d'abord, avant d'être bien du coup imprimé, et avec des petits ajouts de reflets métalliques. Mais donc voilà, si j'approche le petit oiseau, vous voyez que il est brodé. Donc ça c'est la carte du fou, donc le petit rouge-gorge pour représenter un petit peu l'innocence, sans doute. Voilà. Donc c'est un jeu qui est très mignon, hein. Je vais vous montrer les autres cartes ensuite. C'est le dos. Voilà. Et je trouvais ça hyper intéressant de la démarche de broder d'abord le dessin avant de le faire imprimer sur une carte. C'est un boulot monstre. Donc la créatrice c'est Alicia May, je vais pas dire son nom de famille, désolée, mais vous la trouvez du coup. Je mettrai de toute façon en lien tous les noms des tarots que je mentionne
Au cas où ça vous intéresse, vous retrouverez généralement les comptes Instagram des créateurs. Donc voilà pour le tarot brodé. Et le deuxième jeu de tarot que je voulais vous montrer pour ce premier indice, c'est le The Weaver Tarot, donc littéralement le tarot du tisseur. Alors qu'il n'y a pas grand chose à voir avec le tissage, mais qui est un jeu de tarot qui est assez sombre, assez intense. Le principe, c'est que vous avez, alors je vais vous montrer le fou. Voilà la carte du fou. Et donc le principe, c'est que, voilà, j'espère que ça ressortira sur la vidéo, c'est que les cartes ont des reflets du coup holographiques, je pense qu'on dit quand ça fait un arc-en-ciel comme ça. Voilà, donc vous avez une édition qui est rose, il me semble, et moi j'ai pris l'édition noire. Mais voilà un petit peu, je vous montre le dos de la carte, le style de ce jeu de tarot, qui est très sombre, mais quand vous prenez la bonne lumière, voilà, ça fait de très jolis reflets. Donc, la carte du fou, pas la moindre idée de pourquoi est-ce qu'on a des cornes, mais voilà. Parfois, j'ai pas en tête l'interprétation spécifique du dessinateur, de l'illustrateur, du créateur du tarot. La plupart des jeux de tarot ont un petit livret explicatif, mais je ne les connais pas par cœur. Du coup, voilà. Mais c'est quand même une carte que je trouve assez jolie, avec les fleurs en bas. Voilà donc pour le fou dans ce jeu de tarot-ci. Je vais essayer d'être rangée, hein. Je promets. Voilà. Le deuxième motif du premier indice, c'était le magicien. Donc le magicien qui est représenté par le symbole de l'infini et sa baguette, puisque le magicien, ça représente faire, en fait, voilà, des actions, utiliser tout un potentiel d'outils et de capacités, de compétences, et les mettre en œuvre pour faire quelque chose. Donc le magicien dans le... j'ai mis une carte à l'envers. Dans le tarot traditionnel, ben c'est lui. Donc vous voyez qu'il a le symbole infini pour représenter un petit peu son potentiel. Tu veux pas faire la mise au point? Si? Merci. Et il a avec lui une espèce de baguette et les 4 symboles du tarot. Donc le tarot est divisé en 4 maison, gamme, je ne sais pas le nom en français, mais vous avez les bâtons, les épées, les coupes et les deniers ou les pentacles, donc qui représentent un petit peu tous les aspects de la vie, que ce soit en termes spirituels, actions, émotionnels et matériels. Voilà, donc lui il a tous ces outils-là, voilà, c'est le magicien. Le magicien dans le tarot brodé, c'est trop mignon. C'est une petite loutre. Fais la mise au point, je me cache. Tu veux bien? Oui. Voilà. Alors j'ai essayé, normalement j'ai réussi à faire en sorte que la vidéo soit dans le bon sens. Je me suis peut-être trompée, mais normalement maintenant ça devrait pas être à l'envers. On verra bien. Mais voilà, cette petite loutre, encore une fois brodée avec des ajouts d'illustration ensuite. Je suppose que c'est une loutre. Oui. Mais voilà, sans doute pour l'aspect très malin, plein de ressources de l'animal. Voilà, et dans le tarot, The Weaver Tarot, le magicien, c'est cette carte-ci. Donc vous retrouvez un petit peu le principe d'avoir les 4 éléments du tarot. Donc avec la coupe, l'épée, le bâton et le denier, en gros le cercle. Et voilà. Brille un peu moins celle-là. Mais voilà à quoi elle ressemble. Et enfin, dernier indice du
dernière carte du premier indice, je vais constamment les mélanger. Dernière carte du premier indice, c'était la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse qui représente une sagesse intuitive, le mystère, voilà, c'est un symbole qui est très associé à la lune. Voilà, tout ce qui est un petit peu mystique, tout ça, d'où le masque et le petit croissant de lune que j'avais dessiné pour la représenter. La grande prêtresse dans le tarot traditionnel, je vous l'avais déjà montré, c'est celle-ci, qui est un peu un motif un peu religieux. Voilà. Mais avec quand même le croissant de lune en bas. Et sur le tarot brodé, on a une petite chouette, forcément pour le symbole de sagesse, la petite chouette avec sa lune. Voilà. Et pour l'instant, c'est rangé, hein. C'est pas encore trop le bazar. Et dans le Weaver Tarot, alors c'est ce que j'ai brièvement expliqué dans mon podcast, c'est que beaucoup de tarots modernes prennent le parti de ne pas genrer les noms des cartes pour être plus inclusif. Et donc là, le Weaver Tarot, plutôt que de dire grande prêtresse, cette carte s'appelle le grand sage, donc comme ça c'est neutre, mais voilà à quoi cette carte ressemble. Donc vous avez 2 croissants de lune, vous avez l'œil pour un petit peu la vision sur les choses, voilà. Et vous avez les 2 croissants de lune qui sont un peu opposés, un est lumineux, l'autre est sombre, voilà. Pour cette carte et pour du coup le premier indice, 3 premières cartes du col. Et donc on passe au deuxième indice, hop, qui était celui-ci. Donc ce qui était amusant avec ce projet et pourquoi j'ai pensé que c'était vraiment intéressant de le faire en tant que cas mystère, c'est qu'à certains endroits j'ai réussi à faire fondre les motifs les uns dans les autres. Donc là par exemple quand vous tricotiez le premier indice, vous vous arrêtiez là, et ces espèces de branches là, on ne savait pas encore ce que ça allait devenir, puis ensuite avec la révélation la semaine d'après du deuxième indice, on a vu se former cette tige de rose. Voilà, c'était un petit peu ce qui était amusant avec le fait de découper ce projet. Donc, dans le deuxième indice, on avait l'impératrice, l'empereur, le pape et les amoureux. Voilà, donc 4 cartes ici. Et je vais vous montrer les tarots. J'ai froid, hein, il fait froid. Il fait froid. Moi, je vous ai pas dit, c'est une écharpe que j'ai tissée avec des restes de laine fingering, de laine à chaussettes, tout ça. L'impératrice d'abord, que j'ai représentée par une rose, puisque l'impératrice, donc c'est tout ce qui est mère nature, c'est tout ce qui est floraison, abondance, tout ça. Elle est souvent représentée par des fleurs, donc c'était un peu la facilité, je l'avoue. Dans le tarot traditionnel, l'impératrice, c'est celle-ci. Donc voilà, là c'est une figure de femme. Donc vous avez le symbole de la féminité ici, vous avez des fleurs partout sur sa robe, vous avez des plantations autour d'elle. Voilà, pour représenter un petit peu, voilà, c'est un peu l'esprit de Déméter, c'est voilà. Et dans les 2 autres tarots que je voulais vous montrer pour cet indice, le premier, il s'agit du Earthbones Tarot, qui est un tarot que j'aime beaucoup, qui a des illustrations qui mêlent à la fois les fleurs, les plantes et soit des insectes, soit des os, des ossements. C'est un très très joli tarot. Un peu le dos qui est rose gold, voilà, et aussi brillant. Ils aiment bien faire des choses brillantes, la tranche aussi est brillante. Voilà, c'est assez récurrent. Et donc, l'impératrice dans ce tarot, c'est une figure de lionne.
Tu veux pas, s'il te plaît? Voilà. Une figure de lionne avec des fleurs autour d'elle pour symboliser, voilà, un peu cette force, ce poigne, disons. Et le deuxième jeu que je voulais vous montrer pour cet indice, c'est un peu un tarot complètement à l'opposé, mais c'est The Simplicities Tarot. Donc c'est un tarot minimaliste, vraiment c'est des tout petits symboles. Donc c'est des cartes qui sont colorées de différentes couleurs. Donc voici leur dos. Donc c'est un peu les deux pendants de ma collection de tarots. J'aime bien les petits tarots minimalistes aussi de temps en temps avec juste des symboles très très clairs, très épurés. Et j'aime aussi les choses un petit peu plus travaillées dans les illustrations. Et donc pour l'impératrice, tout simplement c'est une fleur. Voilà. Je trouvais intéressant de vous montrer les deux ensemble parce que vous avez vraiment les deux aspects possibles pour vous montrer que quel que soit vos goûts artistiques, vos goûts en termes d'illustration, il y a forcément quelque part un jeu de tarot qui va vous plaire visuellement parlant. Mais voilà, donc pour l'impératrice avec sa petite fleur. Très organisé, très propre. Donc après l'impératrice, eh bien vient l'empereur, du coup l'autre pendant de l'autorité. Donc si l'impératrice c'est plus une autorité façon mère nature, famille, tout ça, quelque chose de nourricier, l'empereur c'est plus l'autorité établie, la structure, par la force et l'expérience, d'où un symbole de couronne tout simplement, vous voyez ici. Dans le jeu de tarot traditionnel, l'empereur, parce que c'est une figure de l'empereur, tout simplement, de figure un peu avec sa couronne, son sceptre et son trône. Dans le tarot Earthbones, donc le tarot avec les insectes et tout ça, et les ossements, voilà. Donc, je ne sais pas un crâne de quoi c'est sans doute écrit dans l'explication du jeu, mais en tout cas, c'est avec la gueule ouverte, c'est quelque chose d'assez agressif, d'assez assertif, donc voilà. Pour le tarot simple minimaliste, vous avez un petit bélier, tout simplement. Tu veux pas? Si. Voilà. Je les trouve trop mignons, ces tout petits symboles. Voilà. Ensuite, après l'empereur, vous avez le pape. Alors, attends, reste là, toi, parce que tu es en train de montrer l'indice suivant. Le pape, du coup, qui est le pendant de la grande prêtresse. Donc le pape, c'est la connaissance institutionnelle, c'est la transmission des savoirs au sens religieux, mais aussi communautaire. Voilà, la sagesse des anciens, entre guillemets. Donc moi, j'ai choisi de le représenter avec deux choses. Vous avez la clé de la connaissance, en quelque sorte, qui est souvent utilisée pour le représenter. Et ici, vous avez des ailes de corbeau, qui est une des possibles représentations du pape, symbole du pape, dans le sens où, dans beaucoup de cultures, le corbeau apporte la connaissance, des augures, tout simplement. Voilà. Donc, dans le Earthbones Tarot, le pape s'appelle le professeur. Donc c'est une bonne manière de faire référence à cette carte sans avoir le côté religieux, je trouve. Et donc vous avez, c'est une carpe si je ne m'abuse. Oui, voilà. Très jolie carte, je l'aime beaucoup. Et dans le tarot minimaliste, eh bien nous avons un petit livre tout simplement. Et vous retrouvez le symbole de cette clé, si tu veux bien. S'il te plaît, voilà. Le symbole de cette clé, ici, que j'ai dessiné du coup en jacquard.
Et enfin, le dernier indice, le dernier motif de cet indice, c'était les amoureux. Donc les amoureux, c'est pas forcément l'amour, c'est une notion de dualité, une notion de d'équilibre, d'harmonie, de faire avec. Donc voilà, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire s'associer à un père. Voilà, c'est une notion de double. C'est la carte des Gémeaux en général. Donc les gens qui ont un peu un voilà. Je le dis parce que je suis Gémeaux, donc je sais très bien que un moment ça va et le moment d'après on a l'air d'être une personne complètement différente. Voilà, admettons-le. D'où, je crois pas du tout en l'astrologie, hein, mais c'est marrant de... Un peu comme le tarot, ce qui est amusant, c'est de... Voilà, les jeux de l'esprit, de s'amuser à faire des liens entre des choses qui n'en ont pas. Voilà, c'est tout, ça m'amuse. Donc l'idée c'était de représenter la dualité en mettant deux oiseaux qui un coup s'opposent et puis dans l'autre coup sont face à face. Donc des oiseaux en symétrie en quelque sorte. Voilà. Donc les amoureux dans... Ah, je vous ai pas montré le pape dans le tarot traditionnel, le pape. Donc voilà, qui est très... le pape, tout simplement. Ce tarot-là, le Rider-Smith-Waite, il est créé au début du XXe siècle. Enfin, fin 19e. Oui, fin 19e. Et donc, les amoureux. Donc, c'est un couple. Voilà, tout simplement. Voilà. Dans le tarot Earthbones, un peu pareil, sauf que tout de suite c'est moins drôle. Vous avez le pendant vivant et le pendant mort du signe. Voilà, toujours pour représenter un petit peu cette symétrie, cette dualité. Voilà. Et dans le tarot minimaliste, c'est un petit cœur. Voilà. Je trouve ça, encore une fois, la comparaison des deux pour signifier la même chose est quand même assez fabuleuse. Mais voilà. Voilà pour les amoureux et donc ce qui était le deuxième indice ducal. Je passe au troisième indice. Et le troisième indice, hop, qui s'arrête ici. Le voici. Donc nous avions le chariot ici. La force, ici, et l'ermite, ici, qui est cette flamme, qui est une de mes cartes préférées. Après, du coup, le Page of Wands, comment on dit en français, le valet de bâton, l'ermite est une carte que j'affectionne particulièrement. Mais on va commencer par le chariot. Donc le chariot, dans le tarot traditionnel, c'est un chariot, c'est une avancée. Voilà, ça symbolise une mise en mouvement, un changement. Voilà, c'est vraiment une idée de mouvement, mais de mouvement un peu hâtif, parfois un peu précipité. Donc c'était pas forcément évident à représenter. J'ai essayé de faire un bateau. Voilà. Et les gens ont bien compris que c'était un bateau, donc voilà. Et là, encore une fois, vous avez la continuité avec la petite fleur qu'il y avait entre les oiseaux qui commence à former le mât du bateau. Voilà. Un petit bateau qui avance. Et donc, les jeux que je voulais vous montrer pour ce troisième indice. Le premier, c'est The Wild Unknown Tarot, donc qui est sans doute le jeu de tarot moderne le plus connu. Il est extrêmement populaire. Voilà. Je n'ai pas vu une seule personne qui s'intéresse au tarot qui ne l'est pas. C'est un tarot qui est créé par Kim Krantz, qui a un style, des illustrations très particulières, que moi j'aime beaucoup, que je trouve un peu dur. Parfois les illustrations peuvent être assez sombres,
le dos des cartes est tout simple. Mais je vais essayer de vous retrouver. Ce jeu me donne quasi systématiquement le 10 d'épée. Un plaisir, n'est-ce pas? Donc, le 10 d'épée, c'est peut-être une des cartes les plus négatives dans son interprétation. C'est-à-dire que c'est vraiment on vous achève, quoi. C'était peut-être pas la peine de vous mettre 10 épées dans le dos. Vous êtes au fond du trou. Et vous y restez, quoi. C'est vraiment, c'est pas une carte très agréable. Et à chaque fois que je prends ce tarot, j'y ai droit. Je sais pas ce que je lui ai fait à ce jeu, mais il m'aime vraiment pas. Et je trouve la carte très dure. Ah, elle est là. Évidemment, c'était la dernière. Je trouve la carte vraiment... Voilà, c'est pas sympa. Voilà. Voilà, donc ça c'est un jeu qui peut être assez sombre, mais qui est marquant, qui parle à beaucoup de monde, et moi je l'aime plutôt bien, même si évidemment il ne me le rend pas. La carte du chariot dans ce tarot, c'est celle-ci, donc c'est un cheval. On avance. Voilà. Un cheval. Et le deuxième jeu que je voulais vous montrer, encore une fois, j'ai choisi de mettre ensemble deux jeux qui sont assez opposés. C'est les Soul Cards, donc les cartes de l'âme, qui est un jeu de tarot qui est aussi un peu comme le Weaver Tarot, qui est aussi basé sur des dessins fins et géométriques, plus ou moins. Voilà. Donc ça, c'est la carte du chariot. Donc vous avez une barre de bateau, vous avez des ailes, parce que souvent le chariot a des ailes, c'est le chariot d'Apollon, voilà, qui avance. Et là aussi, vous avez cette idée d'avoir les dessins avec une impression métallique. Vous avez une version blanche, vous avez une version rose, et moi j'ai choisi la version noire. Et voici le dos des cartes, qui, je trouve, n'a rien à voir avec l'esprit des cartes ensuite. Mais bon, c'est des dessins que j'aime beaucoup, que je trouve très très sympas. Voilà. Des dessins un peu ornementaux. Ensuite, après le chariot, nous avons la force. La force qui est à la fois la persuasion et la force physique dans le tarot. Donc qui est souvent représentée par... il y a souvent à la fois un lion ou un ours ou quelque chose qui représente une force physique, une force de la nature, donc ici le lion. Et ici vous avez quelqu'un qui maîtrise le lion, qui je crois qu'elle lui met... voilà, le caresse, quoi. Il tient la tête, donc c'est une... Si vous avez des chiens, ma chienne, aparté complet, ma petite chienne, elle est... elle a un fort caractère. Et pendant très très longtemps, on ne pouvait pas lui caresser la tête. En fait, elle faisait tout pour se défiler parce que c'est un signe de dominance de caresser la tête des chiens. Et du coup, elle voulait vraiment pas. Et depuis après 5-6 mois, elle finit par se laisser faire, et maintenant elle aime bien juste les petites gratouilles sur le haut du crâne. Mais voilà, donc caresser la tête du lion, c'est un peu lui imposer sa propre force, alors que c'est une femme, il me semble, avec des fleurs, machin, toute douce, gentille. Voilà. C'est un peu les deux pendants de la force. C'est à la fois la force brute et aussi la persuasion, la compassion, le courage. Donc moi je voulais utiliser un bouclier tout simplement pour montrer, parce que le bouclier a un peu les deux penchants. Un bouclier ça protège, mais un bouclier ça peut aussi servir à taper les vikings, tout ça. Voilà, donc le bouclier c'était un petit peu une option facile de montrer la force. Ça fait aussi un petit peu blason d'armes.
Donc voilà. Voilà pour mon motif de la force. Dans le tarot de Kim Krans, le Wild Unknown, bah, c'est un lion. Mais c'est un lion qui a une rose dans la gueule. Donc voilà, vous avez les deux penchants ici aussi de la force. Dans la Soul Cards, la force, c'est ce symbole-là. Donc voilà, ce jeu, il est un peu plus abstrait dans le sens où c'est... Voilà, vous avez énormément de symboles. Et alors, il n'y a pas de livret accompagnatif, mais ils ont un site internet. Et quand on regarde à chaque fois le descriptif des cartes, voilà, vous avez beaucoup de petites symboliques. Là, par exemple, vous voyez, vous avez une petite lune, vous avez le symbole de l'infini, vous avez un soleil, vous avez beaucoup de choses dans cette carte de la force. Voilà. Et enfin, le dernier motif de cet indice, c'était l'ermite. Et donc l'ermite qui est un symbole de l'introspection, de se recentrer sur soi pour chercher des réponses, et qui est souvent représenté par une lumière seule, parce que c'est seule l'introspection dans le noir, tout ça, dans la reclusion, qu'on peut trouver une lumière tout simplement. Donc j'ai choisi de faire un petit feu. C'était extrêmement difficile à dessiner. Je suis pas très dessin et avec les contraintes du jacquard, du coup du pixel art en quelque sorte, c'était un peu compliqué de faire un feu qui n'ait pas l'air complètement bancal. Je suis assez contente du résultat. Et vous voyez les petites flamèches qui partent vers le haut et qui vont devenir on ne sait quoi. L'ermite, dans le jeu de tarot traditionnel, c'est un vieil homme avec une lanterne, voilà, qui est seul, un peu cliché de l'ermite dans sa montagne. Ici. Dans le tarot de Kim Krans, c'est une de mes cartes préférées de toute ma collection, c'est une petite tortue. Voilà. Avec une petite loupiote sur sa carapace. Voilà. C'est ma carte préférée, une de mes cartes préférées. Et je l'ai jamais, parce qu'on préfère me montrer le taureau qui se fait assassiner, là. Super. Bonne ambiance. Et dans les Soul Cards, l'ermite, c'est une lanterne aussi. Voilà. Avec tous les petits traits qui représentent la lumière. Un peu compliqué à... Voilà. Pour cet indice. Et donc, on va passer à l'indice suivant. Et l'indice suivant, c'est celui-ci. Donc, nous avions les flammes de l'ermite qui deviennent des trèfles pour la roue de la fortune, la justice, le pendu et la mort. Voilà ce qui était cet indice. Donc on commence avec la fortune. C'est The Wheel of Fortune, donc c'est la roue de la fortune en anglais, mais c'est la... dans le tarot traditionnel, elle est représentée comme ceci. C'est vraiment... oui, un symbole de chance, oui, mais surtout un symbole du fait que c'est cyclique et que la chance tourne et que les choses tournent et que la vie continue tout le temps. Bonjour, je suis là. Voilà. Et que du coup, quand les choses sont positives, il faut en profiter parce que ça peut tourner, et que quand les choses sont négatives, voilà, il faut faire avec parce que la roue tourne. L'expression va bien. Et les deux jeux que je voulais vous présenter pour cet indice, là aussi deux jeux complètement opposés. Le premier, c'est The Little Monsters Tarot. Le tarot des petits monstres, donc. Voilà. Qui est un jeu de tarot trop mignon. Où les personnages sont des petits monstres, mais des petits monstres sympathiques, disons. Et donc la roue de la fortune,
Dans celui-ci, bah, c'est une roue et vous voyez les deux petits personnages du coup qui sont deux petits monstres. Voilà, donc c'est des grandes cartes, c'est extrêmement difficile à manipuler, donc c'est plus voilà des petites illustrations d'art. Le dos des cartes est plutôt simple, mais les petits dessins sont vraiment chouettes, très minimalistes comme ça en noir et blanc. Voilà. Et le deuxième jeu de tarot que je voulais vous montrer pour cet indice, c'est les Pagan Otherworlds, donc l'autre monde païen, je sais pas trop comment traduire ça, mais qui est un jeu de tarot très très beau, très cher, et qui a des illustrations un peu effet vieille illustration païenne. Le dos des cartes, c'est comme la boîte. Et voici la roue de la fortune. Vous donnez un petit peu une idée du style d'illustration. Voilà, ça fait très... quelque chose d'un petit peu bizarre, un petit peu mystique. Avec pas mal d'inspiration païenne dedans. Donc là, vous avez une roue. Très animal aussi dans ses représentations. Voilà pour la fortune. Ensuite vient la justice que j'ai représentée ici, avec une balance, hein, très, très simplement. Pourquoi faire compliqué quand on pourrait faire simple, du coup. Donc voilà, la justice qui représente le juste milieu, l'équilibre, tout ça. Et donc qui est dans le tarot traditionnel représenté bien par, on connaît hein, la balance et l'épée. Une représentation classique de la justice. Dans le tarot des petits monstres, c'est un petit monstre qui tient en équilibre 2 bâtons. Voilà. J'aime bien ce joli mignon. Dans le tarot païen, c'est un peu voilà, la même représentation de la justice, mais habillée de façon un petit peu moins classique et plus dans une tradition celte, païenne, tout ce que vous voulez. Voilà pour la justice. Et après la justice vient le pendu. Et le pendu, dans le tarot traditionnel, voilà, il est posé, il est tranquille, il a l'air bien. Donc il est à l'envers. Ça représente un changement de perspective, ça représente le fait de... Voilà, on essaie de regarder les choses d'une autre façon, donc à l'envers. Soit de s'éloigner, soit de changer de point de vue, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris la justice, qui est moralement un symbole important. Et en fait, c'est ici, le pendu, c'est le même symbole que la justice, mais avec les couleurs inversées. Voilà. Et du coup, c'était un petit peu pour symboliser ce changement de perspective et de point de vue, où au final, tout a l'air opposé. Et ça rend complètement différemment. Selon avec un petit changement de perspective. Et je trouvais ça intéressant de le mettre au-dessus de la justice, puisque c'est souvent source de conflit, la justice et ou la morale, qui sont liées quand bien même on essaie de les dissocier, et l'éthique, tout ça, et c'est intéressant parfois de se rappeler que notre éthique, ce qui pour nous paraît juste, que ce soit dans une situation particulière ou en général, que voilà, l'idée de se mettre un petit peu à la place de l'autre et de se dire que peut-être ils ont une perspective tout à fait différente, et du coup le jugement qu'on peut porter sur une situation est pas du tout est très limité à notre perspective, en quelque sorte. Et du coup, je trouvais intéressant de lier le pendu et la justice, et le petit clin d'œil
au jacquard, aux possibilités qu'a le jacquard de changer la couleur de fond et la couleur de motif. Et voilà, je trouvais ça marrant. J'étais très fière de moi quand j'ai voulu faire ça. Voilà, donc pour le pendu. Et après le pendu vient, eh bien, la mort. Donc j'ai eu beaucoup de mal à choisir quoi dessiner pour la mort, puisque alors la mort dans le tarot traditionnel, voilà, bonjour. Donc c'est un squelette qui voilà, marche du coup sur des morts, et vous avez sur son drapeau une espèce de fleur, et il va vers ici. Là, vous avez au fond comme un portail avec un soleil qui se lève. Voilà. Dans la mort, vous avez un peu ces deux choses. Vous avez certes une cassure, un changement, mais vous avez aussi un arrêt, disons, mais vous avez aussi le côté renouveau, le côté nouvelle naissance, voilà, des choses comme ça. Et je savais pas du tout quoi dessiner. Je voulais pas dessiner une tête de mort, tout simplement, un crâne. Parce que, voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir un col qui ne hurle pas tarot, voilà, je voulais pas avoir quelque chose qui soit trop explicite et trop extravagant dans sa symbolique. Et du coup, mettre une tête de mort dessus, forcément, c'est un peu, voilà, c'est frappant. Du coup, je voulais vraiment pas en utiliser. Et surtout, ça, à moins d'utiliser une espèce de fleur autour, voilà, j'aurais cassé un des aspects. Donc j'ai fini par dessiner des os, ici. Et au centre, vous avez une pousse qui commence. Voilà, une petite pousse, juste au début. L'indice se terminait là. Voilà, donc vous aviez les os et juste un truc qui grandit, disons. Voilà. J'ai oublié de vous montrer le pendu dans les deux autres. Aïe aïe aïe. Donc le pendu dans le tarot des petits monstres, c'est un petit monstre qui se tortille, et dans le tarot païen, c'est voilà, très très proche de la symbolique originelle, mais avec une illustration avec un style différent. Voilà. Et donc la mort maintenant. La mort dans le tarot des petits monstres, je l'aime bien. J'aime bien parce qu'il a l'air triste, en fait, par rapport aux autres représentations où la mort, elle est droite et fière sur son cheval. Lui, il a un peu la tête penchée, ce petit monstre, avec aussi son drapeau et sa fleur. Voilà, et dans le tarot païen, bon, on est un peu plus... voilà, on est moins sympathique tout de suite. Voilà, donc c'est une faucheuse sans sa cape. Et en bas, vous avez du coup des gens qui vont pas très bien. Voilà, disons. Ensuite, le cinquième indice. Le cinquième indice, c'était celui-ci. Et donc vous aviez 3 cartes. Vous aviez la tempérance, le diable et la tour. Voilà. Et donc on commence avec la tempérance. Et donc ici vous avez la petite pousse de la mort qui continuait et qui devenait une fleur au centre de la tempérance. Donc la tempérance, c'est le juste milieu, c'est l'équilibre, c'est un petit peu mettre de l'eau dans son vin, voilà, des choses comme ça. Et elle est traditionnellement représentée par un ange qui mélange de l'eau, voilà, dans 2 coupes distinctes. Voilà, c'est un peu, on prend quelque chose qui est froid, on prend quelque chose qui est chaud et on le mélange, comme ça fait quelque chose qui est tiède, et tout le monde est à peu près content. Normalement. Voilà. La tempérance dans les autres jeux que je voulais vous montrer pour cet indice. Et alors là, le premier jeu que je vais vous montrer maintenant, c'est celui-ci, qui est un jeu trop mignon
pour les enfants absolument adorable, c'est The Whispering Spirits. Donc c'est les esprits qui chuchotent. Voilà, donc le principe de ce jeu de tarot, c'est que ce sont des petits esprits qui sont représentés dans les cartes qui nous donnent des petits conseils, voilà, des petites choses. C'est un tarot qui est très positif, qui est très mignon, que moi j'aime bien, qui est bienveillant, ça fait plaisir. Et du coup, la tempérance dans ce jeu, c'est ce petit esprit-là, cette espèce de fourmi qui mélange l'eau, elle aussi. Voilà. Et le deuxième jeu de tarot pour cet indice, c'est le Prisma Visions. Donc, les Prisma Visions, ce sont des tarots qui... alors, vous avez une version colorée, vous avez une version noir et blanc. Pour une fois n'est pas coutume, j'ai pris la version colorée. Et en fait, le principe de ce tarot, c'est que ce sont des illustrations. Si vous les mettez dans l'ordre, les cartes, ça vous fait tout un dessin. Les 78 cartes font tout un dessin tous ensemble par groupe. Donc voilà, là vous avez un exemple. Ici, vous avez tout un dessin formé par les cartes. C'est assez chouette. Et la tempérance dans ce jeu, c'est celle-ci. Alors les cartes majeures ne font pas de dessin puisqu'elles sont encadrées, mais c'est les autres cartes qui font des scènes ensemble. Voilà donc la tempérance. Vous avez les deux petites coupes ici, avec l'eau qui se mélange. Le dos des cartes, c'est ça. Voilà. Le dos des cartes des petits esprits, c'est ça. Des petits papillons en origami. Voilà pour la tempérance. Je savais pas trop comment dessiner la tempérance. C'est une carte que j'aime bien, mais voilà, à part cette symbolique des couples, je savais pas trop, j'étais pas trop inspirée. Du coup, voilà, j'ai représenté les deux coupes avec, hop, quelque chose qui se mélange entre les deux. Ensuite, on passe au diable. Et donc, le diable en tarot, c'est pas une figure biblique, enfin, c'est pas le diable au sens l'esprit malin. C'est, en tout cas, c'est... dans la plupart des tarots que j'ai et dans la façon dont moi je le prends, c'est pas comme ça. C'est plus une notion d'enfermement, une notion de prison, mais qui est personnelle. C'est-à-dire que c'est un comportement qu'on peut avoir vis-à-vis des autres ou de soi, qui emprisonne, qui manipule, qui... voilà. Du coup, l'idée c'était de représenter à la fois la chèvre à cornes, qui est une représentation classique du diable, et la prison. Donc c'est pour ça que j'ai fait descendre ces barres ici pour représenter des barreaux. Dans le tarot traditionnel, le diable, c'est une représentation assez typique du diable avec le pentacle à l'envers. Oui, les gens s'offusquent souvent des pentacles. Les pentacles à l'endroit, c'est bien. Les pentacles à l'envers, c'est là où, du coup, c'est pas une mauvaise chose, mais en tout cas, c'est là que ça a un peu plus une symbolique liée au diable. Et vous avez, du coup, des gens qui sont enchaînés. Mais bof. Ouais, ils ont pas l'air trop mal. Donc voilà, c'est cette idée c'est les chaînes qu'on se met nous-mêmes, en quelque sorte. Dans le tarot des petits esprits, le diable, c'est cette grenouille avec les petites flamèches sur ses cornes. Adorable. Et voilà, avec cette notion aussi de marionnette, donc de manipulation, tout ça, pour le diable. Et dans le Prisma Vision, le diable, c'est une forêt dense, donc vous avez ces troncs d'arbres qui forment comme des obstacles, avec cette lumière rouge. Voilà. Représenter un petit peu quelque chose de dur. Et enfin, le dernier motif de cet indice, c'était la tour. Et donc la tour, ça représente un changement, un effondrement, quelque chose, une cassure. Et c'est dans la représentation traditionnelle, voilà, c'est une tour qui est frappée par un éclair et qui du coup s'effondre, avec la notion souvent que
la tour, elle n'était pas bien bâtie. Donc là, elle est sur un espèce de pic un peu... voilà, un espèce de précipice un peu pas très solide. Donc si la tour s'effondre, c'est parce que ses fondations sont pas très solides. Donc c'est cette notion de bah oui, les choses changent et les choses partent parce que c'était pas les bonnes bases. C'est un petit peu la notion qu'on retient de la tour. C'est pour ça que j'ai choisi l'éclair. C'est un peu cette à la fois cette notion de destruction, mais aussi de comment dire, révélation. L'éclair met en lumière quelque chose qui n'allait pas et qui provoque du coup des changements. Dans le petit tarot mignon, c'est une fleur avec des petits esprits qui tombent. Mais voilà, je trouve ce tarot trop mignon. Voilà. La tour est une petite fleur. Et dans le Prismavision, la tour, bah, c'est là aussi, vous avez l'éclair qui tombe sur le bord de la falaise où est construite la maison. Mais vous voyez, la maison, elle est construite vraiment au bord de la falaise. C'était peut-être pas très malin à la base. Voilà. Voilà. Il est très joli ce jeu. C'est un peu... dans la version noir et blanc, on voit moins les dessins, je trouve c'est encore plus difficile parce que ça garde un peu cet esprit graffiti et en noir et blanc on voit encore moins de détails je trouve, donc il est un peu dur à lire visuellement. On peut regarder les cartes comme ça, mais dans ces couleurs c'est très joli, je trouve. Et enfin on arrive, j'ai presque fini, on arrive au dernier indice, et donc le dernier indice, il y avait 6 cartes. Donc les 6 dernières cartes, c'est celle-ci. Et donc vous aviez les nuages des éclairs de la tour qui devenaient un ciel étoilé. Vous aviez la lune, avec les phases de la lune, le soleil, avec un tournesol forcément, le jugement, petite trompette, et le souffle de la trompette qui devient la spirale du monde. Je vais vous expliquer de toute façon. Je commence avec l'étoile. Du coup, j'ai représenté tout simplement des petites étoiles et une plus grosse. Donc l'étoile dans le tarot traditionnel, c'est une étoile avec cette femme qui prend de l'eau et qui la reverse ailleurs. C'est voilà, c'est une notion d'espoir et d'échange entre guillemets. Voilà. Les deux derniers jeux que je vais vous montrer. Le premier, il s'agit du Moonchild Tarot. Donc le Moonchild Tarot, c'est un jeu qui a été créé par Danielle Noël, qui est une illustratrice très connue, qui a fait donc le Star Child, donc la version étoile, et moi j'ai la version lune, parce que je préférais largement les couleurs de celle-ci. Donc c'est un tarot de collage, c'est-à-dire que c'est pas des dessins, c'est de l'art en collage en fait. Voilà, donc c'est du découpage, des choses comme ça. Donc voici l'étoile ici, vous voyez, c'est des petits bouts de choses, de vieilles photos et tout qui ont été découpés. Voilà, donc ça c'est l'étoile. Un petit peu la même symbolique. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs de celui-ci. Il y a pas mal de jeux de tarot qui sont faits avec des collages, des découpages, des choses comme ça. J'ai beaucoup de mal. J'aime pas beaucoup ce style. Mais celui-ci, les couleurs me plaisent beaucoup. Et je trouve les cartes très belles pour ça. Ah, le dos qui est comme ça. Je vous ai dit qu'ils aimaient bien les trucs brillants. Hein. Moi, je préfère largement les trucs mat, mais visiblement, je suis une exception. Je trouve qu'il y a énormément de jeux de tarot qui ont un truc brillant quelque part, soit sur la tranche, soit sur le dos. Mais voilà pour l'étoile dans le Moonchild. Et l'autre petit jeu pour cet indice, ça va être encore une fois un tarot complètement différent, un petit tarot minimaliste sur les plantes. Donc c'est un tarot de plantes, tout
tout simplement. Chaque carte représente une petite plante et avec une petite explication liée à l'histoire de la plante elle-même. Pour l'étoile, on a du romarin. Voilà, voilà. Tout mignon. Ensuite, après l'étoile, eh bien on a la lune. Donc là, tout simplement, j'ai fait les phases de la lune. Donc les phases de la lune, elles se font sur les 60 mailles. Donc le col est une répétition de 20 mailles à chaque fois. Donc vous pouvez en ajouter si vous voulez un col plus large, ou si vous n'avez pas le même échantillon que celui du patron. Mais du coup, au niveau de la lune, il faudra ajuster le motif. Alors ça se fait très facilement. Soit vous rajoutez des mailles ici sur les côtés, soit vous pouvez espacer les lunes aussi pour que ça prenne la moitié du col à chaque fois. Voilà. Donc les phases de la lune, tout simplement. Bien. Donc la lune dans le tarot traditionnel, c'est ce motif-là avec un homard. Et je ne comprends jamais, si vous savez pourquoi le homard est associé à la lune, je ne comprends pas. J'ai cherché et je ne trouve pas d'explication de pourquoi cette symbolique. Mais voilà, avec les loups et les chiens qui hurlent à la lune. C'est pas une carte très positive, la lune, hein. C'est souvent une carte de mensonge, une carte de choses cachées, d'introspection et de mysticisme, mais du fait qu'il faille un petit peu faire attention au sous-texte, parce que c'est une carte de mensonge, souvent. La lune dans le Moonchild Tarot, c'est celle-ci. Vous voyez ce que je voulais dire par rapport aux couleurs qui sont vraiment très très jolies dans ce jeu. C'est ce doré sourd et ce pâle, mais ce bleu qui moi me plaît beaucoup. Voilà. Dans le tarot de plantes, la lune, c'est les nénuphars. Voilà, c'est un petit tarot très minimaliste. Voilà le dos, je vous l'avais pas montré. Mais c'est tout mignon et vous avez dans le livret, vous avez un livre explicatif qui est assez grand, qui à chaque fois vous dit pourquoi tel truc, pourquoi telle plante, etc. Voilà. Pour la lune, après la lune, le soleil. Voilà, que j'ai représenté avec un tournesol de façon assez classique. Voilà. Et donc le soleil, c'est un renouveau, c'est une illumination, c'est hyper positif, c'est un symbole d'accomplissement, voilà, c'est positif, voilà, tout va bien. Dans le tarot traditionnel, c'est un soleil. Et je ne sais pas pourquoi c'est un enfant nu sur un cheval, tout le temps. C'est tout le temps une histoire d'enfants nus sur des chevaux. Bon. Alors moi, je suis allergique aux... Enfin, je suis pas allergique aux chevaux, mais si, un peu. Donc, les rares fois où je suis montée sur des chevaux quand j'étais petite, ça m'avait fait des grosses plaques d'urticaire sur les jambes. Terrible. Donc, rien que le fait d'imaginer ça me... Non. Fonctionne pas. Mais voilà, le soleil dans le tarot traditionnel. Pour le Moonchild, forcément on a le soleil avec des gens qui dansent et un petit peu, ça doit être tiré d'un magazine, je sais pas, des photos des années folles, un petit peu rigolotes là. Pour le tarot des plantes, forcément on est sur le tournesol aussi. Voilà. Et voilà. Après le soleil vient le jugement. Donc le jugement, c'est un appel. C'est un appel à franchir un passage, à aller quelque part. On se réunit tous pour le jugement. Vous avez évidemment le sens du jugement religieux, mais il y a aussi la notion tout simplement de suivre une vocation, de répondre à une vocation surtout. Donc j'ai essayé une trompette, non sans galère, voilà, parce que c'est souvent symbolisé par un appel au corps, et donc vous avez la représentation traditionnelle du jugement avec cet ange qui sonne l'appel avec un corps. Voilà.
pour le Moonchild Tarot, le jugement, c'est celui-ci. Donc vous avez ici la notion de porte à franchir, de passage, avec un gardien qui vous laisse passer ou non. Voilà. Et dans le tarot de plantes, le jugement, c'est une tulipe. Petite tulipe. Et enfin, la dernière carte, on y arrive, la toute dernière carte représentée dans ce col, la dernière carte des arcanes majeures, c'est le monde. Et donc le monde, c'est un accomplissement, un tout, tout est ensemble, tout est cyclique, tout se referme, la boucle est bouclée en quelque sorte. Et je trouvais ça intéressant de le faire venir en spirale, en quelque sorte, voilà, de symboliser l'entièreté par une spirale, parce que vous avez cette notion de c'est infini. Voilà, pour représenter le monde. Donc dans le tarot traditionnel, le monde, c'est, vous avez cette idée d'entièreté avec le cercle, et vous avez différents symboles terriens, tout ça. Dans le Moonchild Tarot, alors elle s'appelle l'univers plutôt que le monde, mais bon voilà, avec ces nébuleuses en fond, et cette personne qui tient un peu l'entièreté du monde dans ses mains. Et enfin, dans le tarot de plantes, c'est une pomme. Voilà. Sans doute pour symboliser la connaissance aussi. Voilà. Voilà. Donc on a tout dit, on a tout vu. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop fastidieux à suivre, mais vous l'avez demandé, vous l'avez cherché. Mais voilà, en tout cas, pour le call Page of Wands. Donc le call est terminé, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas toujours suivre les indices petit à petit. Le patron maintenant est disponible en un seul fichier, tout réuni, mais vous avez toujours les grilles découpées selon les indices, tout simplement parce que sinon ça serait trop grand. Donc vous pouvez suivre le modèle comme bon vous semble. Il est du coup disponible sur mes boutiques Ravelry et Payhip et Lovecraft, avec le lien dans la description. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les versions qui ont été tricotées pendant le call, pendant le petit événement, parce que il y en a de très très belles, et surtout ça peut vous donner plein d'inspiration au niveau des couleurs, puisque ça rend complètement différent en fonction du choix de couleurs. Vous pouvez avoir quelque chose de très automnal avec un contraste fort comme moi, ou vous pouvez avoir quelque chose d'un petit peu plus discret avec des couleurs plus sombres, ou des choses un petit peu plus proches. Vous pouvez aussi avoir quelque chose de très graphique avec du noir et du blanc. Il y a des gens qui ont utilisé plus de couleurs contrastantes, d'autres ont utilisé des laines variées ou un dégradé pour les motifs, et ça rend vraiment bien de plein de façons différentes. Donc c'est pas un projet compliqué, vraiment. Il y avait plein de personnes qui débutaient en jacquard pour le call et qui s'en sont super bien sorties. C'est un rond en fait, c'est vraiment que du rond, du jersey, puisque c'est donc c'est un tube qu'on tricote. Et donc certes c'est peut-être un peu long, plus qu'un bonnet en tout cas, mais ça a l'avantage de jamais changer de forme, et comme ça change de motif souvent, c'est souvent un petit peu plus motivant à tricoter que si c'était le même motif tout du long. Mais voilà, donc c'est un col double qui se porte... attends toi. Qui peut se porter, qui est suffisamment large, et c'est pour ça que j'aime bien les tubes, parce qu'ils sont suffisamment doudous pour juste, déjà si on les met comme ça fait un peu comme un châle, mais vous pouvez aussi le porter hop, 2 fois, et là vous avez un truc qui est bien près du cou, qui vous tient bien chaud. Voilà, tout simplement. Et donc il utilise de la fingering, donc voilà, ça peut être fait dans un panel de laine très très différent. Et voilà, donc j'espère en tout cas que le résultat vous plaît. J'ai été absolument ravie d'organiser ce call, c'était très très sympa de vous voir découvrir les indices.
J'étais un peu nerveuse parce que voilà, on sait jamais trop comment se lancer dans un cas de mystère comme ça, mais j'ai beaucoup aimé le faire et j'ai un petit peu envie d'en faire un événement annuel, donc voilà, pourquoi pas, rendez-vous en août prochain, en août 2021. J'ai une petite idée de thème, mais voilà. Si vous découvrez le modèle avec cette vidéo, j'espère qu'il vous plaît. Et je vous retrouve bientôt pour un podcast, en début de semaine prochaine, puisque je vais avoir plein de choses à vous montrer. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt.